Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 22e journée du top 14. Le sprint final est lancé. On commence tout de suite par les matchs et le premier de samedi, à savoir Stade Toulousain Racing 92. Alors c'était un match un peu particulier j'ai trouvé parce que le Stade Toulousain a plus galéré avec le vent que contre le vent. En effet, en première mi-temps, il voulait s'appuyer du coup de cette aide en jouant pas mal au pied, en ayant beaucoup de coups de pied rasants ou des coups de pied pour aller chercher des 50-22, et ça n'a jamais marché. En même temps, c'est pas l'ADN toulousaine. Il tombait également sur un Racing qui était assez présent dans l'engagement, et les gros du Racing étaient plutôt là. Il marque d'ailleurs le premier essai du match après 5 ou 6 minutes de jeu, et sont pas loin de marquer deux autres essais par l'intermédiaire de Trevor Nyakane et Christian Wade. Et pour moi, le fait que ces deux essais ne soient pas validés et de manière assez logique, eh ben c'est le tournant du match. Parce qu'en effet, avec ces deux essais-là, le Racing serait resté dans le match beaucoup plus longtemps, puisque Nyakane, ça intervient un peu avant la mi-temps, et à l'inverse, Christian Wade, c'est 3 ou 4 minutes après le retour des vestiaires. Et avec ces deux essais en plus, je pense que Toulouse n'aurait pas gagné aussi facilement. Et en fait, après ces deux coups du sort, le Racing, du coup, a commencé à avoir la tête dans le seau, et le Stade Toulousain a pu dérouler. Parce qu'ils jouaient plus, ils tapaient moins vu qu'ils étaient contre le vent, et donc, forcément, Toulouse, quand ça commence à dérouler, c'est très compliqué à arrêter. Tout ça est corrélé aussi avec l'entrée d'Antoine Dupont, qui a été vraiment déterminante. Enfin, il marque le premier essai, enfin en tout cas l'essai en deuxième mi-temps qui permet à Toulouse de prendre le large, et puis après il a fait que dynamiter tout le temps, et ça a été un enfer pour la défense du Racing. L'international français était très en forme, tout comme les internationaux français de l'UBB qui se déplaçaient à Bayonne. Alors pour moi, cette victoire elle est en grande partie due à la très bonne occupation qu'a fait l'UBB tout au long du match. En effet, on a senti une charnière vraiment gestionnaire, alors que d'habitude, Mathieu Jalibert est un peu plus feu follet. Là, cette fois-ci, il a vraiment su alterner entre jouer à la main et se dégager, trouver des 50-22. En première mi-temps, c'est simple, c'était que eux qui avaient le ballon. Ils se sortent avec 18-3 à la mi-temps, mais s'il y a un essai en plus, notamment sur la dernière action, ça serait pas volé. Et avec du coup cette ultra possession, ils ont provoqué de la réussite à l'image de l'essai de Tevita Tatafou, celui de Bordeaux-Bègles, qui certes est un petit peu un coup de malchance pour les Bayonnais, mais qui est du coup provoqué par la bonne pression mise par les Bordelais. Du côté de Bayonne, en fait j'ai l'impression qu'ils ont joué seulement 10 minutes, les 10 minutes du retour des vestiaires, là où ils marquent deux essais. Après il y a eu rien, ils ont eu très peu de possession, et les rares fois où ils en avaient, ils arrivaient quasiment jamais à franchir, la défense de Bordeaux était très robuste, et au final, Bayonne a fait un match catastrophique. La charnière n'a pas du tout été bonne dans la gestion, et je trouve qu'elle a même pris une leçon de rugby par la charnière bordelaise. Aussi, Bayonne a beaucoup voulu jouer au pré, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un pack dominant, mais en fait non, c'est clairement l'UBB qui dominait les impacts, et donc j'ai pas compris ce choix de toujours vouloir rester au pré, et au final, ils se font gratter plusieurs ballons, notamment avec l'entrée de Tamaifuna, ou avec le match plein de Mahamadou Diaby. En tout cas, ça fait une victoire à l'extérieur très importante pour Bordeaux, qui fait tomber Jean Daugé pour la première fois en top 14, une victoire à l'extérieur que Perpignan est allé chercher sur la pelouse de Montpellier. L'USAP a gagné son pari. Bon, c'était un match dans un contexte un peu particulier, on le connaît, c'est un derby plus ou moins. Il y avait l'histoire de la billetterie qui avait été soi-disant bloquée par les dirigeants de Montpellier, donc c'était un match à fort enjeu. Mais bon, en vrai, les Catalans gagnent, mais c'était pas fait. La première mi-temps, elle est vraiment très mauvaise. Il y avait des soucis dans l'engagement, dans l'agressivité, de l'indiscipline, à l'image de deux cartons jaunes qu'ils prennent, beaucoup d'imprécisions, ils étaient maladroits. La première mi-temps de Perpignan, elle ressemble plutôt à une équipe qui joue le maintien qu'une équipe qui joue le top 6. Mais alors la seconde mi-temps, ça a été une leçon de maîtrise. Parce que le MHR donc ne s'est jamais détaché, en tout cas jamais véritablement, et Perpignan a pu revenir, du coup, grâce notamment à cet essai de Lucas Dubois juste avant la mi-temps, qui est un des tournants du match. Même si pour moi le vrai tournant du match c'est le carton jaune de Bastien Chalureau. En effet tout au long de la seconde période, Montpellier a commencé à faire de plus en plus de fautes et à du coup totalement sortir du match, et c'est en grande partie dû à cette action où Bastien Chalureau vient percuter un Perpignanais, j'ai plus son nom en tête, et en fait c'est une action hyper débile, surtout que Montpellier aurait pu récupérer la possession, enfin c'est une action hyper conne. Et à partir de là, Montpellier n'y arrive plus. Ensuite, c'est enchaîné d'un deuxième carton jaune pour Montpellier. Et là, Perpignan, ils ont pu mettre des 3 points, un essai par là. Et au final, la défense de Perpignan n'a jamais craqué en fin de match. Et c'est une victoire méritée de la part des Catalans. Une victoire aussi qui allait se chercher Oyonnax face à Castres. Alors dans ce match, j'ai l'impression que Castres a tout fait
pour ne pas remporter la victoire. Je suis désolé, mais ils avaient toutes les cartes en main pour aller chercher un succès chez la lanterne rouge du championnat, voire même espérer un bonus offensif, comme toutes les équipes font depuis quelques semaines. En première mi-temps, ils ont monopolisé le ballon, ils ont quasiment 100% de possession, j'exagère, mais c'est pour montrer à quel point ils avaient le ballon, et pourtant ils s'en sortent qu'avec 13 à 7, seulement 2 essais marqués, et au final, la défense de Yonax, qui n'était pas si robuste que ça, et ils ont jamais réussi à la transpercer véritablement. Puis en plus, ils ont fait trop de conneries. Ils se sont sabordés eux-mêmes. C'est pas possible avec autant d'imprécision et autant d'indiscipline d'aller gagner à l'extérieur. Et ce qui résume parfaitement ce match, c'est les 2 cartons rouges pour Shilashava et Arata. Bon, autant Arata c'est discutable parce que on peut dire que Justin Bourreau saute, mais il n'empêche que Arata doit maîtriser son geste. Mais Shilashava, c'est juste une connerie énorme. Et puis aussi, ce qui caractérise bien cette équipe de Casse, c'est les 2 dernières minutes, puisqu'en effet, ils ont une possession, une touche à 5 mètres de leur but au Yemen, et au final, touche perdue, qui est suivie par 2 pénalités d'affilée, et Oyonnax n'a plus qu'à coffrer le ballon une trentaine de secondes, et c'est gagné. Parce que surtout, Oyo, ils peuvent être fiers de cette victoire, mais ils n'ont pas montré grand-chose, en fait. C'est juste qu'ils ont profité de l'indiscipline, et du coup de la supériorité, de la double supériorité numérique, pour aller donc marquer des essais face à une défense de Castres qui était friable. Mais bon, je suis quand même content pour eux, ça relance, on va dire, un petit peu la course au maintien. Un autre match dans la course au maintien, ça a été Lyon qui recevait la section paloise. Moi, ce qui m'a marqué dans ce match, c'est l'excellente défense du Loup. Alors, moins sur les 15 dernières minutes, mais dans l'ensemble, ils ont été assez redoutables. A l'inverse, j'ai senti une équipe paloise plutôt stérile offensivement et sans inventivité. Alors d'habitude, ils ont des joueurs qui sont créatifs, à l'image d'Atisogbe ou de Gailleton, mais là, ils ont été plutôt muselés. Et durant les 65 premières minutes du match, Pau a eu pas mal de possessions, mais a très peu franchi. Alors que Lyon, à l'inverse, à chaque possession, ils étaient hyper tranchants, et ça a amené des essais, ou du moins des pénalités, en tout cas des points dans le camp palois. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'était la volonté de jouer de la part des Lyonnais. En effet, ils ont essayé de jouer debout avec beaucoup d'offload, il y en a eu énormément, et c'était assez agréable à regarder. Et au final, ils s'en sortent avec un bonus offensif qui certes intervient grâce à un contre de Chapchet, mais qui est plus ou moins mérité. Et Pau, ils ont été tout simplement trop faibles, ils passaient un peu comme Bayonne, ils ont joué que 15 minutes. Et 15 minutes à l'extérieur, surtout à Gerland, où il est très difficile d'aller gagner cette saison, ça suffit pas. Une autre équipe qui a pris une valise à l'extérieur, c'est le Stade Français Paris qui se déplaçait à l'ASM. Moi j'ai trouvé que l'ASM avait fait un match plein. C'est même limite un match référence dans cette saison chaotique. Bon, offensivement, ils se sont régalés, et c'est plutôt les 3 quarts qui se sont régalés, avec des avants aussi assez mobiles, à l'image de Thibault Lanin. Défensivement aussi, le Stade Français a été très bien muselé. De toute façon, on sait très bien que l'attaque du Stade Français, c'est pas du tout leur point fort, mais c'était hyper pauvre. Et c'était en grande partie dû à cette très bonne défense de l'ASM. Bon, j'aimerais quand même mettre un petit bémol à la copie clermontoise, c'est que dès qu'ils avaient pris un peu large, la discipline n'était plus trop présente. Ça se voyait qu'ils se laissaient un peu aller. Au Stade Français, j'ai trouvé du coup des erreurs de défense assez énormes. En même temps, c'est logique qu'ils prennent 6 essais, mais des trucs qu'on n'est pas habitué à voir. Et offensivement, comme je l'ai déjà dit, c'était très pauvre. Bon, après, faut signifier quand même que le carton rouge n'a pas aidé le Stade Français, mais bon, je suis pas sûr que ce soit le seul facteur de cette grosse défaite. Enfin, parlons du dernier match de cette journée, à savoir La Rochelle-Toulon. Alors, La Rochelle a fait craquer de vaillants Toulonnais. Mais bon, c'est pas pour autant qu'ils font un bon match. J'ai trouvé que le RCT a été présent dans l'engagement malgré une équipe remaniée, et ils ont été à la hauteur de l'événement. Mais cependant, ils ont été beaucoup trop indisciplinés pour y croire. 3 cartons jaunes, bon certes un à 2 minutes de la fin, mais globalement c'est pas acceptable. Et c'est dommage parce que la première mi-temps elle était équilibrée, ça tourne à l'avantage de La Rochelle, mais Toulon y a cru tout le match. Puis après La Rochelle en seconde mi-temps a monopolisé le ballon sans être flamboyant et en faisant beaucoup d'erreurs j'ai trouvé. Mais bon, à force de défendre, tu t'exposes et donc tu fais des pénalités ou tu craques et au final, tu repars sans bonus défensif de La Rochelle alors que ça aurait été mérité. Et comme je disais, La Rochelle, je les ai pas trouvés flamboyants, je les ai même trouvés assez mauvais dans la gestion du jeu. Bon après, ça n'a pas été aidé parce qu'il y a eu pas mal de blessures entre D-Lane, Boudéan, Iribaren. Mais au final, La Rochelle, on sent qu'il n'y a plus cet aspect leader qu'ils avaient lors des saisons précédentes. Et d'ailleurs, j'aimerais envoyer un petit tacle aussi au public rochelais qui ont fait que chambrer l'arbitre et j'ai pas du tout aimé, notamment avec les chants où il disait il l'a vu, il l'a vu. Moi, j'ai pas du tout aimé ça et j'étais habitué à un public de La Rochelle hyper respectueux. Là, c'est plus trop le cas. Bizarrement, quand ça gagne moins,
le public est pas pareil. Enfin bref, maintenant on passe au top et au flop. Alors le premier top, c'est Arnaud Botta. Il a été hyper actif en défense avec je crois 23 ou 24 plaquages, enfin c'est juste énorme. Et en attaque, il a été tranchant à l'image d'une percée au bout de 1 minute de jeu, et puis ça a été un des grands artisans de la victoire lyonnaise. Le deuxième top, ça a été Mathieu Jalibert, qui a fait pour moi un match référence dans sa gestion. En effet, il a beaucoup occupé et de manière très intelligente. A l'inverse, dès qu'il fallait jouer, comme d'habitude, il a eu une animation excellente avec 2 passes décisives et sur le dernier essai de Louis Bielbarré, une très bonne course qui permet à Damien Penaud de percer et d'offrir l'essai à Louis Bielbarré. Et enfin, pour clôturer ce match, il a fait un drop juste magnifique. Le dernier top, c'est Ali Verratti Raka. En effet, il a marqué 3 essais, voire même presque 4, puisqu'il y en a un qui a été refusé. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il a fait un match vraiment plein. Défensivement, à part cette connerie sur l'essai de Ward en début de match, c'est pas passé souvent. Et offensivement, il s'est proposé pas toujours sur son aile. Et ses essais, il a dû aller se les chercher, mine de rien. Et lui qui avait fait un match catastrophique à Bordeaux, là, il s'est bien rattrapé. En flop, je vais parler du pilier Racingman Gojigashvili. Il a joué un peu plus d'une mi-temps, mais ça a été catastrophique. Il a eu 3 pénalités en mêlée, une pénalité dans le jeu et un en avant sur un énorme plaquage de Meafou. Enfin, franchement, c'était pas l'après-midi pour Gojigashvili. Le deuxième flop, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est Bastien Chalureau, parce que pour moi, son carton jaune, c'est le tournant du match à Montpellier-Perpignan. La faute est juste débile, et en plus, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de geste, il est un peu coutumé du fait. Le dernier flop, c'est Santiago Arata, et oui, je mets Arata plutôt que Chilachava, parce que en fait, Castres venait passer 10 minutes à 13 contre 15, Louis Lebrun allait revenir de son carton jaune, et au final, l'autre il me fait ça, et Castres finit à 13, et c'est là-dessus qu'il perd le match. Au niveau du classement, Perpignan, malgré sa victoire, n'est toujours pas dans le top 6, puisque La Rochelle a gagné Toulon. En bas, Lyon et Clermont se donnent un peu d'air, quand Bayonne, il va falloir qu'ils se réveillent, et qu'ils commencent à regarder du côté de Montpellier, qui n'est plus si loin. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, activer la cloche et m'écrire un commentaire, ça m'aiderait grandement. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour la reprise du top 14, c'était Bourrichon, ciao ciao.